Donc bonjour à tous et c'est parti pour la réunion publique sur les sujets de la transformation durable. Quand on parle de transformation durable, quelle est la première idée qui vous vient en tête? Le premier mot qui vous vient en tête quand on parle des arbres, du végétal, dérèglement climatique, l'écologie. Bon voilà, effectivement, il y a à la fois ce dont on va parler aujourd'hui, le fait de s'adapter à un monde qui a changé. D'ores et déjà, on sait qu'au global, on a à peu près plus 1,2-1,3 degrés à l'échelle de la planète, mais en Europe de l'Ouest et en France, on se réchauffe plus vite que le reste que la moyenne du globe. Et donc, il s'agit de s'adapter. Et ça a une réalité très très concrète à Versailles, puisque en juin 2025, il y a eu des enfants dans des quartiers de Versailles, je ne sais pas si vous le saviez, mais qui ont été renvoyés chez eux parce qu'il faisait trop chaud. Donc on va parler adaptation du changement climatique. Et ça, on va attendre un petit peu parce que mon ami et colistier Jean-Baptiste Lemoine, qui a fait un extraordinaire tour de France pendant 6 mois avec sa famille à la rencontre des élus, justement sur ce sujet d'adaptation au changement climatique, fera son partage d'expérience et en particulier verra qu'est-ce que les villes ont pris comme action à travers la France et comment est-ce que ça pourrait inspirer Versailles et Versailles Grand Parc. Donc je garde ce sujet-là dans un deuxième temps. Et puis, au-delà du sujet d'adaptation, il y a aussi le sujet d'atténuation, de faire en sorte qu'on arrive à avoir une économie solide et avoir des habitudes de vie agréables, tout en respectant un peu les limites planétaires. Cette logique de, je ne sais pas si vous connaissez le donut, le beignet de Kate Ellsworth, qui a modélisé en fait l'idéal dans nos sociétés, c'est de descendre pas en dessous du plancher social. Le plancher social étant le fait de bien se loger, bien se nourrir, d'avoir encore une fois des entreprises pour nous donner de l'emploi, etc. Mais pas dépasser les fameuses limites planétaires, que ça soit en termes de gaz à effet de serre, en termes de pollution compatible avec les êtres humains que nous sommes, de bonne santé des océans, etc., etc. Voilà, donc ce volet atténuation, donc ça veut dire en vrai, ça veut dire voir comment dans une ville comme Versailles, à l'échelle de Versailles Grand Parc, on peut limiter notre pollution. Alors pourquoi c'est important ? C'est important déjà pour notre santé. Vous connaissez le chiffre à peu près de la surmortalité en France liée aux pollutions dans l'air. C'est l'ordre de 40 000 morts supplémentaires par an à l'échelle de la France, liées au fait qu'on utilise des voitures, des camions et des industries. On se chauffe parfois avec des combustibles qui émettent des particules et qui sont mauvaises pour notre santé. Donc ce volet atténuation, c'est pas juste pour faire beau et faire en sorte, comme on l'entend parfois, que notre planète soit belle, certes, mais c'est aussi pour qu'elle soit vivable. Et donc on va regarder les différents piliers d'atténuation. Alors ça, on est très aidé à Versailles et à Versailles Grand Parc parce qu'on a un très riche vivier d'associations. Il y a l'association, je ne sais pas si vous connaissez, The Shift Project, donc il y a les shifters qu'on a eu l'occasion de rencontrer. Il y a la fresque du climat, j'ai eu le plaisir de monter la fresque du climat pour l'équipe des Yvelines il y a quelques années. Et donc on les a rencontrés. Il y a Versailles Environnement Initiative, et puis il y a des associations qui ont choisi un thème pour limiter les pollutions, comme par exemple Vélo VGP et Vélo Versailles sur les mobilités douces, etc. Donc on les a rencontrés, on s'est inspirés, et ce que je veux vous proposer, c'est de commencer par dire sur se déplacer, se loger, se nourrir, aussi décider à l'échelle d'une ville et à l'échelle de Versailles Grand Parc, qu'est-ce qu'on propose concrètement. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du PCAET, le plan climat, air, énergie territorial? Ça, c'est très intéressant parce que c'est la logique de toutes les intercos donc comme Versailles Grand Parc, qui doivent avoir, depuis 2017, c'est la loi, qui doivent avoir défini un plan. Un plan air, énergie, donc à la fois de dire
comment est-ce qu'on sort de l'énergie fossile, comment est-ce que, puisqu'on sait que c'est très émetteur de gaz à effet de serre, comment est-ce qu'on sort des polluants de l'air, et puis comment est-ce que sur chaque levier du transport, etc., on agit sur la décarbonation du territoire. Alors le premier levier, donc le PCAET, on est très en retard pour Versailles Grand Parc parce qu'il a été défini seulement fin 2025, donc il est très très récent. Et avec 7-8 ans de retard du coup par rapport à la loi. Néanmoins, il a le mérite d'exister et on a regardé, on a épluché, avec l'aide aussi des shifters, on a épluché ce plan. Qu'est-ce qu'il y a dedans? D'abord, il y a un état des lieux, un diagnostic. Et un diagnostic, certes, avec des chiffres qui datent de 2022. Le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre, à l'échelle de Versailles Grand Parc, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Le chauffage, non, ça n'est pas le chauffage. Transport, alors. Transport. C'est le transport et c'est le transport individuel. Mais c'est très, très, très important, hein, c'est 48%. Donc voilà. Donc finalement, c'est le premier axe sur lequel on a envie de faire des propositions, c'est évidemment sur comment se déplacer en se passant plus de la voiture thermique, en aidant les Versaillais et la population de Versailles Grand Parc à basculer soit vers des mobilités douces, là très, très sobres en énergie, soit vers, parce qu'on ne peut pas non plus se passer 100% de la voiture, soit vers du transport en commun ou de la voiture électrique. Et donc nos propositions, quelles sont-elles? Sur les mobilités douces, il faut rendre la vie facile aux Versaillais. Ça veut dire avoir assuré la sécurité des circulations. Donc ça veut dire que ce soit pour le vélo, pour les piétons, s'assurer qu'on a des parcours continus, sécurisés. Alors Versailles a investi ces dernières années sur des pistes cyclables. Ce qu'on a vu quand on s'est baladé avec l'aide de Vélo Versailles, quand on a fait tout un tour à Versailles, c'est qu'il reste encore 100 points dangereux. Il reste encore 100 points noirs, très très identifiés, comme étant des zones à risque. Et on se voit bien quand on se balade dans Versailles, il y a des endroits qui sont très protégés et d'autres où on se dit, en fait, mon enfant de 10 ans, je ne le laisserai pas rentrer à 18h de Montboron, je ne le laisserai pas aller jusqu'au bout de la rue des Chantiers. Et il y a encore des discontinuités. Donc ce qu'on propose concrètement, c'est vraiment au départ travailler sur la continuité des pistes cyclables, la sécurisation, travailler sur résoudre ces 100 points noirs. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement d'ailleurs, ces 100 points noirs à résoudre. Travailler sur aussi avoir des parcours piétons pour tous les types de capacités, y compris les mobilités réduites. Il y a encore, dans notre ville, il y a encore des endroits qui sont très compliqués avec les poussettes et avec les chaises roulantes. Voilà, donc rendre la vie facile. Sur le vélo, c'est pas que les pistes cyclables qu'il faut, parce qu'en fait, si on n'a que des pistes cyclables, peut-être qu'on va pas aller prendre son vélo pour aller jusqu'à la gare. Peut-être qu'en fait, on habite assez loin d'une gare à Versailles ou à Versailles Grand Parc. Il faut tout un système vélo, ça veut dire des endroits pour se stationner et se stationner de façon sécurisée. Et là, on est en manque cruel de stationnement vélo sécurisé, proche des gares. Si on va par exemple à certains endroits proches des commerces, proches ne serait-ce que l'ancienne poste, les 7 lieux là qui a été ouvert récemment, il y a, une dizaine à tout casser d'emplacements vélo, alors que c'est un lieu d'exposition, c'est un lieu de médiathèque, etc. Donc voilà. Donc le premier poste, le sujet de la mobilité, c'est rendre la vie facile, permettre d'avoir sujet par sujet, type de circulation par type de circulation, d'avoir sur la base de ce que les gens nous disent dans chaque quartier, d'avoir résolu les points noirs et les facilités. Et ça concerne aussi le transport public. Je parlais de Montboron, aller à la piscine à Montboron. Vous avez déjà essayé en transport en commun? C'est compliqué, parce qu'il n'y a pas en fait de transport. Alors qu'on se dit le stade de Montboron, la piscine de Montboron, ça devrait être facile en transport en commun.
À l'échelle de Versailles Grand Parc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai aussi animé des réunions avec les autres villes, parce que c'est très intéressant, tous ces sujets de transformation durable, de regarder ce que les autres font. Bièvre, Jouy-en-Josas, Bois d'Arcy ont pris le sujet de la transformation durable vraiment à bras-le-corps, et y compris sur cette réflexion sur les mobilités. Et il peut y avoir des systèmes d'achat à plusieurs villes de véhicules électriques, ou réfléchir à plusieurs villes à comment est-ce qu'on met à disposition des facilités et expliquer très clairement ce qui est disponible quand on veut passer à l'électrique. Alors, le passer à l'électrique, c'est aussi tout simplement avoir des bornes de recharge. Ça contribue à cette logique de dire réfléchissons vraiment quartier par quartier à mettre tous les ingrédients nécessaires pour que tous les types de mobilité décarbonée et les mobilités douces soient très faciles. Sur la mobilité, est-ce que vous voyez des sujets principaux que je n'ai pas abordés à date ? À ce moment-là, non. Voilà. Alors, on parle de mobilité. Alors, certes, il y a d'autres postes d'émissions de gaz à effet de serre et d'émissions de pollution. Et là, effectivement, on peut parler du chauffage et des bâtiments. Alors, les bâtiments, il y a à peu près 22% de passoires thermiques à Versailles. 22% de passoires thermiques à Versailles. Alors là, dans les passoires thermiques, on a double peine. On a le fait qu'on dépense beaucoup d'argent, donc ça tape dans la poche des Versaillaises et des Versaillais, et le fait qu'on est consommateur d'énergie de manière inutile. Donc là, ce qu'on propose, c'est d'avoir vraiment deux choses. D'une part, d'être très clair sur la communication, cet audit qui existe, les data.gouv.fr, vous pouvez y voir, c'est accessible. Il y a la cartographie de toutes les passoires thermiques. Donc, ce qu'on propose, c'est de rendre visible cette information, y compris pour les propriétaires, les copropriétés, et évidemment, se saisir du sujet sur les bâtiments très énergivores, les bâtiments publics. Et puis deuxièmement, ça c'est bien d'avoir l'audit, de savoir ce qu'il y a à faire, après il faut passer à l'action. Et passer à l'action, on a une chance en France, c'est qu'il y a maintenant des organismes d'aide et des fonds qui sont mis à disposition pour faire des travaux. Mais il faut rendre la vie facile aux gens. Alex 78, tout le monde ne connaît pas cet organisme, donc il faut être capable d'avoir des représentants de la mairie, et même dans chaque quartier, pourquoi pas dans les maisons de quartier, qui sont capables d'aider les gens à dire, voilà, Alex 78 va pouvoir vous aider à monter tel dossier de rénovation énergétique de votre logement. Voilà, concrètement, qui sont pas les maîtres d'œuvre, mais qui sont les spécialistes du bâtiment qui vont pouvoir réaliser les travaux. Et voilà auxquelles aides vous avez droit. Encore une fois, rendre la vie facile. Rendre la vie facile, on a beaucoup de patrimoine à Versailles. Donc, on a des règles des architectes bâtiments de France. Rendre la vie facile aux Versaillais, c'est aussi avoir le juste niveau de prise en compte des recommandations des architectes bâtiments de France qui ont un rôle très important, mais consultatif. Et aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une dérive et que les architectes bâtiments de France, non seulement font des recommandations sur la façon de rénover les bâtiments pour avoir une harmonie entre les bâtiments à l'extérieur, mais aussi ils font beaucoup de recommandations sur ce qui doit se passer à l'intérieur. Et même parfois, quand on construit un mur, sur qu'est-ce qui doit, alors que ce n'est pas du tout visible, être contenu dans le mur. Donc du coup, on pense que rendre la vie facile aux Versaillais pour faire les travaux de rénovation des bâtiments, c'est aussi avoir le juste niveau de prise en compte des recommandations de l'architecte bâtiment de France et revoir le périmètre qui est pertinent de leur côté. Voilà, ça c'est sur l'aspect bâtiment, et je laisserai Jean-Baptiste revenir sur ce sujet bâtiment, plus sur le volet adaptation, mais évidemment quand on fait des travaux, il faut penser aux deux en même temps. Sur l'aspect logement, est-ce que vous avez des commentaires, Ce que j'ai dit sur les propriétaires, ça vaut aussi pour les commerçants. Il faut voir comment passer à du bâti, de façon générale, moins énergivore.
Vous m'arrêtez quand vous voulez. Je continue. Le troisième élément, c'est l'aspect énergie. C'est quoi notre source d'énergie? Alors là, je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, très récemment, donc l'idée c'est sur un territoire, Versailles Grand Parc ou Versailles, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut non seulement sortir des énergies fossiles, mais surtout aussi carrément être producteur d'énergie. Et ce qui se passe en Île-de-France, c'est qu'il y a la possibilité d'utiliser la géothermie. Et là, donc bonne nouvelle, Versailles s'est récemment lancé dans une étude de géothermie, mais c'est très tardif, c'est là aussi fin 2025, alors que pas très loin, au Chesnay, ça fait 5 ans, et ils en sont au deuxième forage pour permettre la géothermie. Donc là, ce qu'on propose, c'est effectivement d'avoir beaucoup plus un plan un peu cadencé en fait sur ces aspects de géothermie et d'être capable d'avoir des résultats assez vite, de rattraper notre retard. L'autre pilier dont je voudrais parler, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est un sujet assez sensible, ça fait partie de notre plaisir de la vie quotidienne. Sur l'alimentation, ce qu'il y a à faire, c'est d'une part arriver à faire prendre conscience des ménages à Versailles, des familles, de l'intérêt pour la santé, autant que pour la décarbonation de notre pays, de consommer moins de viande. Ça ne veut pas dire tout d'un coup devenir tous végétariens, c'est très bien de devenir végétarien ou végétalien ou flexitarien, mais en tout cas de faire prendre conscience que de manger 2 fois de la viande par jour, ça n'est pas une bonne idée, 1 pour notre santé, 2 pour l'impact sur la planète, dans un monde où en fait la très grande majorité des terres cultivées ne sert pas à faire pousser des légumes pour nous nourrir nous, mais sert à faire pousser de la nourriture pour le bétail. Donc en fait, dès qu'on agit sur la réduction de la viande, on agit sur notre santé, on agit sur la capacité à avoir des espaces végétalisés et pas surexploités, et puis et sur la réduction des gaz à effet de serre, puisqu'on sait que l'agriculture avec à la fois le méthane émis par le bétail et puis le protoxyde d'azote est très émetteur de gaz à effet de serre. Quand on pense alimentation, on pense aussi à tout ce qui est pesticides, tout ce qui est fruits et légumes ou céréales qui sont produits avec une logique d'agriculture intensive. Alors qu'est-ce qu'une mairie peut faire par rapport à ça? Une mairie, elle commande de la nourriture, pour les cantines et pour d'autres circuits, maisons de retraite, et EHPAD, etc. Elle a les crèches, etc. Donc elle a la possibilité de commander du local et du bio et de soutenir vraiment de l'agriculture, des agriculteurs avec cette capacité à leur donner de la visibilité. On sait que c'est très précieux pour les agriculteurs qui veulent passer en agriculture raisonnée ou en agriculture bio. C'est très important d'avoir de la visibilité. Et donc, la commande publique, on pense qu'on peut aller au-delà de ce qui est fait. La loi prévoit déjà 20% dans les cantines scolaires sur le bio, mais on peut aller bien au-delà. Et c'est ce qu'on propose progressivement. Il s'agit pas, mais en tout cas, il s'agit de s'asseoir et de regarder quelles sont les possibilités locales et d'avoir vraiment un plan d'alimentation territoriale pour aller progressivement nouer des contrats avec les agriculteurs locaux. On s'aperçoit que le bio ne coûte pas forcément beaucoup plus cher que le traditionnel. Et donc là, c'est pas forcément un effort pour la mairie. Voilà, c'est d'autant moins un effort quand on pense à l'assiette. Si on se dit, tiens, dans une cantine, il faut être très précautionneux pour protéger le pouvoir d'achat des familles et faire en sorte que les prix de la cantine n'explosent pas. En fait, mais dans cette logique de avoir moins de viande, mais de la viande de peut-être meilleure qualité, y compris des poulets qui ont été élevés en plein air et autres, et de façon raisonnée, et puis des légumes et des fruits le plus bio et le plus local possible. Effectivement, on peut travailler sur un coût de l'assiette qui reste stable, absolument.
Évidemment, il y a aussi tout le travail de sensibilisation des enfants sur le gaspillage alimentaire. Et quand on sensibilise les enfants, finalement, on a aussi un effet sur l'ensemble des familles. Ça, c'est sur le volet alimentation. Et puis pour finir, je vais aborder le sujet des déchets. Ça fait partie aussi d'un très gros sujet de la transformation durable. À l'échelle de Versailles Grand Parc, il y a certains plans pour passer à ce qui est prévu dans la loi aussi au niveau français de pouvoir faire de la biomasse et du compost. Et là, mais le plan est vraiment très très lent. Là aussi, il y a de l'ordre de 3 sur les 18 communes de Versailles Grand Parc. On peut y aller, c'est 3 communes par 3 communes. Le plan nous emmène dans 10 ans, on y est encore, si on suit le plan actuel. Donc il s'agit d'avoir une action bien plus... de prendre vraiment ce sujet finalement au global très sérieux et d'avoir une planification bien plus resserrée avec des engagements pour permettre assez rapidement aux Versaillais comme à Versailles Grand Parc d'avoir des solutions de compost quel que soit le quartier. Les déchets, c'est aussi, on entend beaucoup parler des déchets plastiques. On pense qu'il y a tout un travail à faire de travailler avec les commerçants, les restaurateurs, sur les logiques, alors peut-être pas zéro déchet, mais en tout cas de tendre vers moins de déchets. On sait qu'à Versailles, on va parfois commander un repas chez tel traiteur et puis on se retrouve avec des barquettes en plastique encore. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut travailler avec les commerçants pour mettre en place maintenant, il y a des solutions qui existent, de la consigne ou venir avec son propre contenant. Et ça fait partie des petites habitudes que la mairie peut insuffler et en nouant un dialogue finalement avec les commerçants, les restaurateurs, et en se faisant aider, encore une fois, par cette association. Dans la logique qui nous tient à cœur dans la liste Ensemble Vivons Versailles, c'est de travailler avec les associations. Alors, j'ai couvert se déplacer, se loger, se nourrir, se chauffer l'énergie, j'ai couvert les déchets. Qu'est-ce que j'ai oublié sur le volet dépollution, transformation durable? Je pense que c'est pas mal. Donc, si vous avez des questions, remarques... Ah non, j'ai oublié décider. Mais ça, je le garde pour la fin. On va parler d'adaptation et puis après, je prendrai le volet décider. Décider et planifier. On passe à l'adaptation, au changement climatique, si ça vous va, avec Jean-Baptiste? Bonjour à tous. Alors du coup, voilà. Le réchauffement climatique, il est là, malheureusement. Donc là, on dit qu'on est à plus 1,5 degré aujourd'hui. Et donc, il faut s'adapter par rapport à ça. C'est-à-dire que réduire le CO2, c'est pas seulement pour faire notre bonne action de notre côté sur tout le monde, c'est aussi parce qu'on va le subir, en fait, ce réchauffement. Et donc, il y a des choses à faire. Et deuxièmement, et c'est ça qui est en fait incroyable avec l'écologie, c'est que, comme l'a expliqué Carole, l'écologie, c'est pas punitif, il y a plein de co-bénéfices. Tu parlais par exemple de dire en mettant moins de voitures et plus de vélos, plus de piétons, etc., c'est quand même plus sympa d'aller, quand on peut, aller faire ses courses à vélo ou à pied que de le faire en voiture. Bon, tu parlais aussi du bio. Typiquement, de soutenir les producteurs locaux pour avoir du bio et que nos enfants, ils mangent des produits dans lesquels il n'y a pas eu des pesticides qui, derrière, génèrent des problèmes de santé, d'infertilité, comme là, aujourd'hui, il y a malheureusement des scandales qui sortent. C'est un co-bénéfice. Et donc, encore une fois, c'est pas seulement pour faire notre petite parano. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a deux manières de lutter contre le réchauffement climatique. Il y a donc diminuer les gaz à effet de serre. Voilà, c'est faire notre bonne action. Donc, ce qu'a expliqué Carole. Et puis, il y a s'adapter. Donc, c'est pas un côté fataliste, c'est simplement un côté réaliste de dire le réchauffement, il sera là. Et parfois, ça peut être mal compris, cette notion de qu'est-ce que ça veut dire plus 1,5 degré, ou quand on dit en France, en réalité, c'est un petit peu plus, parce que déjà, quand on dit plus 1,5 degré, c'est en moyenne sur l'échelle du globe, sauf qu'il se trouve que, pas de chance pour nous, le continent européen, en fait, se réchauffe plus vite que d'autres parties du globe. C'est pour ça qu'on entend souvent dire la France, en 2100, devrait atteindre les plus 4 degrés. Donc ça ne veut pas dire qu'en moyenne, il va juste faire plus 4 degrés et puis qu'on aura un climat comme il y a dans le sud de l'Espagne. Ça veut dire aussi qu'il y a des événements qui, normalement, sont très rares et qui sont non désirés,
qui vont être de plus en plus fréquents. C'est vraiment une question de probabilité beaucoup plus importante. Et ça, en général, c'est pas forcément compris. Et donc, ça veut dire que, on le voit bien, ces dernières années, on va avoir des canicules, maintenant peut-être presque chaque année. Et en plus d'être plus fréquentes, elles vont être plus violentes. On va avoir des inondations. Bingo, la France a connu ce dernier mois son record de précipitations, record absolu. Bon, avec du coup des fortes inondations dans le sud-ouest. Là, ça, c'est des choses qui vont aussi arriver à Versailles. Et il faut s'y préparer. On ne peut pas accepter, par exemple, qu'à Paris, 1 an sur 2, on ait des jours où le métro soit complètement inondé. Et pareil, il y a un co-bénéfice à ça. C'est que ne pas le faire, ça veut dire accepter de payer énormément d'argent pour réparer à chaque fois et puis pour en subir toutes les conséquences. Donc, quand on dit « oui, mais ça coûte cher », ouais, mais mieux vaut payer un peu moins maintenant et profiter des co-bénéfices plutôt que d'attendre que le problème arrive, se prendre tous les problèmes et en plus payer l'amende derrière qui ne sert pas à résoudre les problèmes suivants. Donc très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand il fait chaud, on ne peut pas accepter que les enfants, on leur dise du coup l'école elle n'est pas faite pour ces chaleurs-là, donc vous rentrez chez vous, et puis les parents vous vous débrouillez, et même si les deux travaillent. Ça non, c'est juste pas possible. Donc il faut adapter les écoles de manière à ce qu'on puisse tenir à des canicules de 35-40 degrés. Donc c'est 2 choses en fait. Premièrement, c'est très souvent faire confiance à la nature, c'est-à-dire qu'il y a une espèce extraordinaire pour ça, qui s'appelle le végétal, qui permet de, premièrement, capter le CO2, donc ça permet aussi de réduire le CO2, et surtout de capter la chaleur. Donc quand on végétalise les cours d'école, quand on végétalise les toits, on permet justement de s'adapter pour que quand il y a des canicules, il fasse moins chaud à l'intérieur. Et en plus, c'est plus joli. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est aussi les cours d'école. Donc il y a eu en fait, il y a 40-50 ans, une volonté très forte de bétonner les cours d'école parce que sinon ça salissait les chaussures. Voilà. En fait, c'est plus adapté aujourd'hui de dire que tant pis, les chaussures elles vont être un peu plus sales, mais ça permet au contraire de pouvoir s'adapter dans les moments où il fait chaud. Et ça a aussi un co-bénéfice d'ailleurs pour les inondations. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui va arriver à Versailles et donc il faut s'y préparer à ce que la ville soit résiliente pour les inondations. Donc ça veut dire de nouveau mettre des végétaux, parce que les arbres, ça pompe énormément d'eau, donc ça stocke l'eau. Ça veut dire aussi désimperméabiliser la ville. Donc ça veut dire clairement en fait retirer partout où on peut du béton sur les bouts de trottoir, sur la place du marché, etc. Pour éviter que ça fasse de l'eau comme ça qui s'agglutine en cas d'inondation et puis qu'après il y ait des millions d'euros de réparation. Voilà surtout pour la partie adaptation. Et après, ça veut dire aussi que quand il fait très chaud, la pollution est d'autant plus importante. Et donc, si on a de plus en plus aujourd'hui de personnes qui sont asthmatiques, c'est aussi parce que nos enfants, dès le plus jeune âge, ils sont très proches des pots d'échappement, etc. Et donc, de dire qu'on fait en sorte qu'il y ait plus de vélos, qu'il y ait plus de piétons, qu'il y ait certaines rues où il y ait plus de végétaux, c'est pas seulement, encore une fois, même si c'est aussi le cas pour faire la bonne action, réduire le CO2, c'est aussi pour être en meilleure santé, puisque derrière, ça permet d'éviter justement d'avoir ce genre de maladies pour nos enfants. Voilà pour la partie adaptation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Et je pense qu'on peut, dans ce qu'on a mis dans notre programme, un peu pour être dans une proposition très concrète et un peu emblématique, c'est se dire qu'on avait envie de réfléchir à l'avenue de Paris en termes de cadre de vie, et de se dire que cette avenue de Paris, elle est très très large, elle permet, c'est quasiment une 2 fois 4 voies qu'on a en plein milieu de la ville, si on compte pas les bas-côtés, mais les allées sur les contre-allées. Y a une réflexion à avoir pour dire, à certaines portions de l'avenue de Paris, comment est-ce qu'on en fait vraiment des portions de jardin, des portions de promenade, où ça devient un cœur de ville, ou peut-être une destination, de flânerie, avec des jardins, des parcs pour enfants, un basket 3x3, et que ça soit beaucoup plus végétalisé. Sur les zones piétonnes, on pense qu'il y a une réflexion à mener dans certains quartiers de la ville
à minima avec des expérimentations, de se dire peut-être qu'il y a un dimanche par mois au départ où on va tester d'avoir certaines rues comme à Saint-Louis, comme à Notre-Dame, comme voilà, dans chaque quartier, de se dire quelles sont les rues où finalement ça serait assez naturel d'avoir des zones piétonnes. Il y a beaucoup de villes qui maintenant ont très bien aménager la ville de façon à ce que, certes, les secours puissent passer, certes, les résidents puissent déposer des courses, etc. Et puis, ça se travaille aussi avec des solutions PAM pour l'aide à la mobilité avec du transport à la demande pour les personnes âgées. Donc, ça se réfléchit, mais en tout cas, d'avoir dans notre programme, ce qu'on veut, c'est avoir une vraie réflexion pour augmenter le nombre de zones piétonnes et en concertation avec les commerçants. Souvent, les commerçants sont réticents au début, mais finalement se retrouvent dans une ville ou dans des rues où c'est tellement agréable de venir se balader que finalement, c'est plutôt aussi bon pour leur commerce. Il y a vraiment beaucoup d'enquêtes qui ont été faites dans plusieurs villes, justement, qui ont mené comme ça des politiques de piétonisation de certaines rues commerçantes, où il s'avère que malgré la farouche opposition qu'il y a pu y avoir, au final, les commerçants, en fait, ils sont, co-bénéficiaires de ça, puisqu'il y a plus de gens qui viennent, le fait que ce soit piéton. Voilà, et ça, c'est vraiment un point très important. Et c'est vrai que, en termes de co-bénéfice, encore une fois, de l'écologie, le fait d'avoir une ville dans laquelle on peut se promener facilement à pied, avec une poussette, avec une canne, avec un fauteuil roulant, avec un vélo, etc., ça quand même donne beaucoup plus envie de s'y promener que tel que c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'on peut entendre souvent « oui, mais c'est déjà pas mal ». Mais en réalité, moi j'habite du côté de Chantier, il y a des endroits où avec la poussette, c'est vraiment très très compliqué. Et donc je me motive d'y aller à pied parce que de toute façon j'ai pas de voiture, donc j'ai pas trop le choix. Mais sinon, il y a plus d'une fois où je le ferai pas parce que il y a des trottoirs qui sont super étroits, ou alors des énormes pentes qui sont faites pour les voitures et qui en plus sont pavées et où la poussette elle passe pas. Et je dis même pas pour ceux qui ont 2 enfants et qu'en plus un enfant qui doit marcher à côté. Donc on peut vraiment réfléchir complètement là-dessus. Et ça veut pas dire interdire la voiture, ça veut dire reprioriser la voiture. Aujourd'hui, en voiture, il n'y a aucun problème, puisque les villes ont été construites pour les voitures. Donc c'est d'abord les voitures, et puis ensuite on a rajouté les autres qui font comme ils peuvent. Voilà. C'est peut-être de revoir un petit peu la priorisation, sans pour autant que des personnes qui viennent en voiture soient sanctionnées ou quoi. Et en complément de ça, on pourrait anticiper aussi en amont la création de parkings. Parce que les gens qui pourront plus se garer en ville, il faudra un genre de hub à l'extérieur de la ville. Oui. Ça se fait beaucoup à Orléans, ça se fait beaucoup à Lille, ça se fait beaucoup complètement. À Hidalgo, l'a porté à Paris, en fait c'est un peu de cirque, mais normalement on devrait, comme à Londres, si tu veux, tu as une partie de la ville qui est interdite aux voitures, et tu gares à l'extérieur et tu utilises les transports en commun pour aller dans le centre-ville. Oui, après là on n'est pas en train de dire que tout le centre de Versailles sera piétonisé, interdit aux voitures, mais en tout cas, si par exemple il y a une rue qui est piétonne, il faut qu'il soit possible pour une petite navette qui transporte des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite d'y venir, de pouvoir faire les courses. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que le transport routier se fait bien. On ne fait pas ça pour ensuite créer des embouteillages autre part. Ça veut dire que ça a été réfléchi, que ce soit en termes de place de parking ou de circulation. Donc là-dessus, ça peut jouer justement sur les rues en sens unique, par exemple. Donc là où avant une voiture pouvait aller en ligne droite, elle va devoir faire un tout petit détour parce que certaines rues sont en sens unique. Bon, un détour de 200 mètres pour une voiture, c'est pas très embêtant. Alors que 200 mètres pour un piéton, ça c'est embêtant. C'est beaucoup moins incitatif pour le piéton. Voilà, donc c'est juste de revoir différemment, dire ok, une voiture, on va pas lui interdire d'y aller, mais simplement, elle va passer par un petit peu plus de détours par rapport à ce qui était prévu. De la rue Montboron, qui en fait est une parallèle de l'avenue de l'Europe, qui est une voie de dégagement, alors que c'est une rue assez étroite, qui a une crèche, des écoles, et qui pourrait être une rue piétonne. Oui. Oui, non, mais complètement. C'est un très bon exemple, justement. Elle est hyper dangereuse pour les piétons. Et il y en a plein, en réalité. Oui, il y en a d'autres. Je connais celle-ci en particulier. Elle est emblématique. Il y en a d'autres. Tout à fait. Est-ce qu'il existe un plan d'aménagement long terme de la ville ? Il y a l'association Vélo Versailles, justement. Elle a fait plein de choses. Elle a travaillé depuis des années là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il y a un plan ultra précis sur toutes les rues, mais ça veut dire qu'il y a déjà plein d'idées qui peuvent être faites, avec déjà, d'ailleurs, les priorités.
Et là-dessus, avec une vraie volonté de mettre le vélo au centre, on peut faire plein de choses. Et c'est vrai que l'avenue de Paris, c'est la plus emblématique parce que l'avenue de Paris, c'est tellement facile. Et pourtant, à vélo, on est obligé de passer par un passage piéton qui nous fait zigzaguer, ou alors pire, c'est les piétons qui zigzaguent, et du coup qui se retrouvent sur la piste cyclable, parce que finalement, le passage piéton se retrouve dans la piste cyclable. C'est totalement absurde, et ça demande vraiment quasiment rien à modifier. Et donc quand on dit que Versailles, c'est une ville qui est sympa à faire à vélo, c'est parce qu'elle a un potentiel incroyable. Les rues sont larges, il y a de l'espace en fait pour le faire. Mais par contre, aujourd'hui, on ne va pas du tout assez loin sur la politique vélo. Et là, d'ailleurs, ça me fait penser que sur la politique vélo, en fait, un vélo, c'est un vélo, un cycliste et une piste cyclable. On a parlé du vélo qu'on doit garer, on a parlé de la piste cyclable, mais il y a aussi le cycliste. Et là-dessus, c'est un vrai sujet sur lequel la mairie a des moyens, c'est de travailler dans les écoles pour apprendre aux enfants à faire du vélo, pour apprendre à des adultes à faire du vélo, parce qu'il y a aussi encore beaucoup de freins de personnes qui se sentent pas en fait capables de prendre le vélo, qui se sentent pas en insécurité. Et donc ça ne suffit pas, qui ne sont pas en sécurité, pardon. Donc ça ne suffit pas. Les pistes cyclables et de quoi garer les vélos. Il faut aussi un accompagnement dès le plus jeune âge pour des écoles vélo en fait. Alors, tu parles d'accompagnement, et je pense que c'est peut-être le dernier volet sur la transformation durable que j'aimerais évoquer. Prendre au sérieux la transformation durable sur Versailles et Versailles Grand Parc, ça veut dire avoir une vision, avoir des objectifs précis et être capable de planifier et suivre les progrès réalisés. Et ça, c'est vrai, thématique par thématique. Donc, la vision, c'est réellement, en fait, de toutes les façons, la vision, elle est simple, elle est définie au niveau national, et au niveau régional. Donc, il y a à s'en emparer de l'objectif de moins 50% de gaz à effet de serre, moins 55% à horizon 2050. Il est là. Il faut s'en saisir, mais il y a non pas à juste dire le plan climat, air, énergie territoriale, on se contente d'avoir le bilan 2022 et puis de faire une liste d'actions comme ça sans savoir trop si on va arriver à l'objectif. Non, il s'agit de dire, ok, on se donne un budget carbone année après année, avec une pente de réduction de l'impact carbone, avec se dire, ok, voilà ce qu'on peut gagner, à quel rythme sur les transports de façon raisonnable, sur l'énergie, etc. Et puis de suivre les résultats et d'avoir l'ajustement. Et ça se fait pas tout seul, ça se fait, à mon avis, à notre avis, dans une très grande concertation avec les associations. Et là, il y a beaucoup à faire particulièrement sur cette thématique, mais c'est vrai, enfin sur d'autres thématiques, mais sur cette thématique de l'environnement, il y a vraiment une très grande richesse d'associations à Versailles. Il s'agit de rassembler les forces pour non seulement construire les plans, mais aussi aller chercher les gens, aller expliquer l'intérêt pour la santé, autant que pour le porte-monnaie, autant que pour la décarbonation et l'impact environnemental, expliquer l'intérêt et embarquer, sensibiliser. Ça veut dire aussi travailler avec les éco-délégués. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, il y a des éco-délégués. La mairie, nous, ce qu'on propose, c'est qu'elle fasse un kit éco-délégué, un programme éco-délégué prêt à l'emploi pour que, en fait, les enseignants, les équipes éducatives puissent se saisir, en fait, d'un certain nombre de propositions et qu'on puisse aussi, inversement, capitaliser sur l'enthousiasme et l'envie des éco-délégués pour construire des projets. On pourrait imaginer un concours des éco-délégués de Versailles pour susciter en fait justement ces projets et avoir même pourquoi pas des budgets, puisqu'on propose dans notre participation citoyenne d'avoir des budgets participatifs, donc d'avoir des budgets participatifs particulièrement fléchés sur des projets qui émanent des associations et des éco-délégués sur les sujets en ligne avec le plan climat, air, énergie territoriale. Voilà, donc vraiment avoir cette vision, cette décision, ce suivi, ces indicateurs, aussi dans une logique de transparence. Qui sait
qui a eu un PCAET, qui sait en fait le bilan carbone de Versailles Grand Parc, qui sait, enfin c'est très peu communiqué. Je pense que je pense que c'est sur ce jeu-là comme sur les autres, la mairie doit avoir un tableau de bord avec quelques indicateurs, comme on a en entreprise, pour dire voilà l'objectif, voilà où on en est, année après année, et d'avoir les actions correctives pour réellement atteindre les objectifs. On a parlé engagement, sensibilisation. Un point dont j'ai pas suffisamment parlé, j'ai un peu parlé sur le volet alimentation, mais j'aimerais y revenir tout de même, c'est sur les achats. J'ai parlé des achats de nourriture, mais c'est sur les achats, la commande publique, plus largement, que ça soit d'énergie, que ça soit de services, est un formidable levier pour atteindre des objectifs de durabilité. J'aurais dû en parler de façon plus précise. Éco-bénéfice aussi pour la gestion des déchets, c'est-à-dire que le fait d'installer des ressourceries de plus en plus, en fait c'est génial parce que ça permet premièrement un objet comme un grille-pain par exemple, des jeux pour enfants, de les acheter pour bien moins cher, parce que vivre écolo ça permet quand même de faire du bien au portefeuille en réalité, donc on achète moins cher, et puis ça crée du dynamisme et de la cohésion sociale parce que c'est des lieux de rencontre, de partage où on rencontre d'autres gens. Et l'intérêt pour l'écologie, c'est que du coup, ça donne une deuxième vie à des objets. Et il existe aussi dans pas mal de villes en France, comme ça, des ressourceries où même il y a des personnes ou des associations qui le tiennent et qui réparent les objets. Donc, par exemple, un grille-pain qui marche plus, en réalité, un grille-pain, c'est super simple, donc c'est super réparable. Jamais on jette un grille-pain. Donc on va le donner à la ressourcerie qui va le réparer et puis ensuite ça peut permettre de financer une association et ça va être acheté pour pas grand-chose par un Versaillais. Voilà. Bon c'est ce genre de choses. C'est des idées qui coûtent pas beaucoup d'argent, qui demandent un petit peu d'énergie de la part de l'équipe municipale et qui a énormément de co-bénéfices. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires? C'est d'ailleurs une obligation pour les fabricants d'avoir du matériel réparable. Oui, mais après, en fait, là après, on est plus sur la politique locale. Mais le problème, c'est que le client, l'acheteur derrière qui achète l'objet, lui, en aucun cas, il va être fliqué ou quoi. Enfin, il aura quelconque obligation à ne pas le jeter. Donc, certes, le matériel il est potentiellement fabricable, mais s'il n'est pas facile pour la personne qui l'a acheté réparable, de le faire réparer, on peut toujours avoir accès à une ressourcerie. Oui, mais pour ça, il faut qui soit capable de trouver le matériel. Voilà, mais d'où l'idée de créer ce genre de choses. Et pareil pour les vélos, des ateliers vélos, des choses comme ça. Alors ce soir, on voulait parler donc de cette transformation écologique, rendre la ville plus durable. Au XXIe siècle, il nous semble qu'il y a deux grandes transformations majeures aussi dont Versailles devrait se saisir de façon plus résolue. C'est la transformation numérique et d'intelligence artificielle et la transformation démographique. Alors transformation numérique et intelligence artificielle, il y a deux médailles, deux revers de la médaille plutôt. Il y a le côté clair, le côté brillant, qui est qu'on peut gagner, y compris dans les services techniques de la mairie, de l'efficacité grâce aux outils numériques et grâce aux outils d'intelligence artificielle. Donc ça veut dire, dans notre programme, avoir un programme de formation vis-à-vis des services techniques et vis-à-vis des Versaillaises et des Versaillais pour qu'ils puissent s'emparer de ces outils, mais tout en ayant aussi le programme d'accompagnement sur ce qu'on appelle le numérique responsable et l'IA responsable. On revient avec la transition durable dans une logique de mise en avant des impacts en termes de consommation d'électricité, de consommation de matière, puisque qui dit numérique dit équipement pour les utiliser. Et voilà. Donc avec une logique de mettre en lumière les impacts négatifs et surtout les leviers pour les diminuer, l'allongement de la durée de vie, le fait d'avoir Versailles peut très bien il y a plein de dispositifs en place, s'intégrer par exemple dans le Digital Cleanup Day, je vais essayer de faire une traduction parce que c'est un événement international, mais c'est
une journée de sensibilisation sur le fait de nettoyer ces données et le fait d'être conscient qu'en fait, même dans le virtuel, dans le monde virtuel, on laisse des traces et des traces qui sont comme des déchets, mais qui ont une répercussion bien tangible, pas virtuelle du tout, en termes de consommation d'énergie et de matière. Voilà. Donc, sur la transformation numérique, intelligence artificielle, il y a vraiment à travailler sur ces deux piliers, faire en sorte que Versailles se saisisse du potentiel d'efficacité et par ailleurs, et un programme de formation vis-à-vis du périscolaire comme dans les missions de quartier plus largement, autour du numérique responsable et de l'intelligence artificielle responsable. Il y a encore beaucoup de réflexions à mener justement sur les impacts emploi, etc. Et je pense que Versailles pourrait, on en a parlé la dernière fois sur le dynamisme de ville, faire naître un pôle d'excellence autour du numérique et de l'intelligence artificielle en lien avec l'UVSQ, puisqu'il y a des chercheurs en mathématiques à Versailles, et travailler sur ces logiques de faire concilier en fait l'utilisation efficace du numérique et de l'IA et en même temps l'utilisation responsable. Un mot peut-être sur la troisième transformation du XXIe siècle qui touche aussi Versailles, c'est la transformation démographique. On sait que dans notre pays, en fait, la population vieillit au global. Les plus de 75 ans représentent aujourd'hui, devinez combien à Versailles? Pardon? 50%? 20%. Voilà, c'est 10% même, c'est 10-12% de ce que j'ai vu dans les chiffres de l'INSEE en 2022. Et donc ça, en fait, la part des plus de 75 ans va augmenter à Versailles comme dans le reste de la France. Et en fait, c'est une réflexion très forte à avoir avec une planification de comment on devient une ville amie des aînés. Et ça a plein de différentes axes d'action, là aussi très résolus. Il y a le sujet de la mobilité, il y a le sujet de la santé, il y a le sujet de l'habitat, il y a le sujet de tous les services. Donc, si je prends quelques-unes de nos propositions, sur le transport, j'ai déjà parlé des systèmes PAM, de la réflexion sur les transports pour l'aide à la mobilité, PAM, c'est ça, qui correspondent à des transports à la demande, parce qu'en fait, passer un certain âge et en fonction de la condition physique, le transport en commun, le bus, ça peut être très compliqué, donc il ne faut pas que ça, voilà. Ça veut dire avoir des parcours piétons adaptés aussi à tous les types de mobilité. Et puis, sur l'habitat, il y a quelque chose vraiment à réfléchir sur l'habitat intergénérationnel. On est à la fois une ville où il y a des étudiants et une ville où, effectivement, on a des plus de 75 ans et y compris des personnes seules qui souffrent de la solitude. Donc, comment est-ce qu'on s'inspire d'autres villes pour inciter, en fait, à cet habitat intergénérationnel où il peut y avoir de l'échange. Donc, c'est, par exemple, des appartements où vivent à la fois, ou des immeubles où vivent à la fois des personnes âgées et des étudiants. Donc on a des programmes à Gali, on a des programmes à Satori qui vont se monter. Comment est-ce qu'on fait de ces nouveaux lieux d'habitation, comment est-ce on incite à faire en sorte que les promoteurs aient cette logique-là. Et puis, ça peut passer aussi par des plateformes d'échange de services entre générations, entre étudiants et entre personnes âgées, pour se dire, tiens, voilà, j'ai une chambre dans mon appartement et moi, je suis étudiant, j'en ai besoin. Voilà. Il y a des moyens d'inciter à cet habitat intergénérationnel. Sur la santé, alors j'ai déjà évoqué on a tout un programme autour de la santé, mais évidemment une ville amie des aînés, c'est aussi une ville qui fait en sorte que les médecins soient en suffisamment bon nombre, les médecins de tout type, que si on prévoit de la téléconsultation pour certaines spécialités qui sont en très très petit nombre, devinez combien de neurologues il y a à l'échelle de l'Europe par 100 000 habitants. Il y en a un.
1 pour 100 000 habitants. Donc en fait, il n'y a absolument pas assez de neurologues pour traiter toutes les maladies de neurodégénératives qui vont forcément augmenter en nombre avec l'âge de la population qui augmente. Donc pour ça, il faut avoir des moyens, vraiment réfléchir aux différents types d'accès aux soins, mettre les professionnels de santé autour de la table de façon à avoir des permanences de soins dans chaque quartier, de l'aide à l'installation aux nouveaux médecins, et puis de la téléconsultation assistée, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas un médecin mais qui vient aider. Par exemple, une personne âgée qui n'a pas d'ordinateur chez elle et qui a besoin d'accéder à un dermatologue qui n'est pas du tout disponible à Versailles, en fait, la personne âgée va avoir une aide-soignante ou quelqu'un qui va l'aider à avoir cet échange avec le médecin via téléconsultation. Les services, donc après la santé, alors la santé, je mentionne aussi que dans notre programme, il y a ce mois d'octobre santé, sport, prévention, où on a prévu des bilans ouverts à tous, et en particulier des bilans AVC, des bilans autonomie, qui sont particulièrement pertinents pour les seniors. Donc j'ai parlé des différents volets. Maintenant, le volet service. Quand on a une population qui vieillit et dont on veut avoir comme objectif le fait non seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux longtemps, il faut en fait repenser aussi les services, y avoir des services de proximité aussi qui sont pas seulement la livraison, etc., comme ce qui existe déjà, ou l'aide à domicile, mais d'avoir aussi de l'aide sur le numérique. Je pense que là, il y a encore beaucoup, et ça a été dit sur les marchés. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, moi, j'ai 80 ans, j'ai pas d'ordinateur à la maison, mais je conduis toujours, je dois refaire ma carte grise, mais voilà, comment je fais ? Qui peut m'aider ? Et donc là, pour le coup, ce qu'on a, c'est ces maisons France Service. Il y en a une qui vient d'ouvrir à Versailles. On pense que c'est pas du tout suffisant. Et en lien avec l'association Essor de Versailles, qui est une autre association fantastique, on pense que c'est intéressant d'avoir au moins 2 maisons France Service supplémentaires pour pouvoir, en particulier, répondre aux besoins d'aide dans les démarches administratives et numériques. Voilà quelques exemples de propositions concrètes pour faire en sorte d'accompagner et d'être dans une ville adaptée à ce changement en profondeur de la population avec la transformation démographique. Voilà un peu à grands traits les propositions pour ce qu'on a appelé le volet des transformations du XXIe siècle. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions ? Ouais. On a parlé du numérique, mais pas trop de la formation des jeunes au numérique. On se dit, les jeunes, ils ont toujours un téléphone vissé dans la main, donc c'est facile. Ouais. En fait, en entreprise, on se rend assez vite compte que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, à part les réseaux sociaux, ils connaissent rien du tout au numérique. Ils ne savent pas utiliser Word, ils ne savent pas utiliser Excel, alors que c'est quand même les outils de base dans le monde professionnel. Je pense qu'il y a quelque chose de développé sur ce volet-là. Oui, c'est vrai que je suis allée un peu vite, mais c'est vrai que la formation sur le numérique et sur l'intelligence artificielle, elle est assez large et elle peut se penser dès le périscolaire, donc dès l'école élémentaire, et avec des programmes aussi en lien avec les associations d'aide pour les maisons de quartier. Et puis en ayant à cœur aussi de sensibiliser sur les dangers de la surutilisation du numérique et des réseaux sociaux. On sait qu'il y a des problèmes de santé mentale qui sont croissants et ça touche aussi Versailles. Donc effectivement, je suis d'accord tout à fait, ce programme de formation a pensé dans cette logique-là d'être dans les 2 revers de la médaille, c'est-à-dire de montrer et de faire monter en compétence les jeunes comme les moins jeunes sur l'efficacité qu'on peut atteindre et la façon d'utiliser ces outils, et puis à contrario, d'éviter les impacts négatifs. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, donc ça c'était sur le sujet du soir, transformation du XXIe siècle.
peut-être qu'on peut rappeler, Jean-Baptiste, si tu veux bien, les épisodes suivants et puis notre programme de la suite de la campagne. Puis on finira peut-être... Et puis finalement, peut-être la présentation de l'équipe. Alors, voilà, puisque en fait, dès le départ, on a fait le choix pour la campagne d'une démarche vraiment participative, vu que c'est un des piliers. Alors, on en a parlé lundi de la semaine dernière pour notre première réunion publique. Mais du coup, le programme en fait qu'on a construit, il a été vraiment fait par étapes successives et avec les gens. Et donc, c'est le fruit de plusieurs mois de débats citoyens, de rencontres sur les marchés, d'enquêtes sur Internet, où en fait, les gens, on a discuté avec eux, ils ont donné leur avis, ils ont débattu ensemble pour faire émerger premièrement les constats, voilà, qu'est-ce qui pose encore problème, quelles sont les problématiques, et puis concrètement, de quoi est-ce que la ville a besoin. Donc pour ça, on a une équipe, on est une centaine dans l'équipe. Il y a besoin de 55 personnes sur la liste, mais il n'y a pas seulement des colistiers, il y a aussi des personnes derrière pour nous aider à être visibles sur les réseaux sociaux, pour nous aider à tracter, pour nous aider à organiser tous ces débats, les co-animer, etc. Et donc pour la suite, donc là aujourd'hui c'était le 4e volet de nos réunions publiques où la semaine dernière on a parlé de participation citoyenne, on a parlé de cohésion sociale, là en début de semaine on a parlé de dynamisme de ville et donc là c'était le 4e et dernier pilier sur les transformations du 21e et particulièrement écologiques. Donc on s'arrête pas là puisque on continue toujours les rencontres, les enquêtes, etc. Puisque même si aujourd'hui le programme il est bien rempli, rien n'empêche de pouvoir rajouter une ou deux choses qu'on aurait pu ne pas encore avoir en tête. Et puis nos prochaines réunions publiques sont donc le 5 mars, le 10 mars et le 12 mars. Là pour vraiment présenter tout le fruit du travail de façon générale. Et le 10 mars, Corinne Lepage, donc ancienne ministre de l'écologie et donc spécialiste sur les sujets de ville durable, nous fait l'honneur de venir. Et donc voilà, vous pouvez déjà noter le 10 mars à 19h30 à l'école Carnot, dans le quartier Notre-Dame. Voilà pour la suite du programme jusqu'aux élections. Voilà, et puis comme on aime bien parcourir la ville, donc on a parcouru la ville à vélo et en footing. C'était pas la ville, mais c'était le parc du château. Donc on a encore 2 événements où on va parcourir, en tout cas certains quartiers de la ville. Donc ce samedi à 15h, on va faire une clean walk, marcher dans la ville et en même temps ramasser des mégots, ramasser les déchets qu'on peut trouver à droite à gauche. J'espère que la pluie va nous permettre de faire ça, mais bon, on va prévoir des gants, des sacs poubelles, etc. Et puis le 8 mars, comme c'est la journée du droit des femmes, là aussi on sillonnera la ville. On n'a pas encore complètement déterminé comment on allait associer fêter en fait cette journée du droit des femmes et en même temps circuler dans la ville. Donc on est preneur des idées, mais d'ici le 8 mars, je pense qu'on aura trouvé. Voilà. En tout cas, pour conclure, merci beaucoup d'être venus. Vous avez compris, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de nous donner un nouvel élan à Versailles. On pense que Versailles mérite ce nouvel élan. Que l'équipe en place a énormément de qualité, a fait des choses sans doute très bien, mais que ça serait le 4e mandat. Et là, à un moment, on est dans un moment à Versailles, comme dans tout le pays, où il y a besoin d'un peu de réinventer la façon dont on construit les projets de ville avec les gens, avec les associations, de réinventer un peu cette logique de participation citoyenne. Les conseils de quartier, si ça pourrait être un formidable moyen de construire des projets, même sur la transformation écologique, de penser les circuits piétons, vélos dont on a parlé, mais à condition qu'ils soient beaucoup plus ouverts, qu'ils soient repensés dans leur mode de fonctionnement, dans qui vient dans les conseils de quartier, que ce soit réellement représentatif des gens du quartier et pas un tiers nommé par le maire. Et puis que ça puisse être par thématique l'occasion de
d'être force de proposition. Voilà, donc c'est vraiment au cœur de notre projet, dans un moment où en fait certains se disent bon, moi j'ai pas envie d'aller voter, d'autres se disent les partis politiques m'ennuient ou sont pathétiques, j'ai pas très envie de m'inscrire dans cette logique partisane qui mène à parfois des débats stériles à l'Assemblée nationale. Dans ce moment où certains se réfugient dans les extrêmes, nous on a fait le choix de se dire ok, ne regardons pas ce qui nous sépare, mais regardons ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble, c'est le fait de vouloir mettre des propositions concrètes, enthousiasmantes, de se dire, sans nostalgie du passé, on peut tracer notre route et construire voilà, encore une fois, un avenir radieux pour notre ville qui a un potentiel énorme, et en le faisant avec le potentiel de la ville, que ce soit les acteurs économiques, les universités, les écoles et les associations. Et j'ai oublié de mentionner l'Institut supérieur de l'environnement. Je m'étais dit que je le ferais, mais c'est un autre exemple sur le sujet environnement, de pôle d'excellence qu'on pourrait faire en capitalisant sur le potentiel de la ville. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, suite au prochain épisode, qui est le jeudi 5 mars, où la Clean Walk, à partir de quel endroit la Clean Walk on va faire, on n'a pas encore déterminé, Grand Siècle. À partir de Grand Siècle, on va dire. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.